nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Hind Lamami du Maroc. Donc, nous continuons notre ouverture internationale dans le think tank Ange. Je vais présenter donc Hind, que plusieurs d'entre vous connaissent. Hind est professeur d'université au département des études françaises, à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Moulay Ismail à Meknes. Elle est diplômée de l'école normale supérieure en lettres françaises et docteur ès lettres. Elle est spécialiste également de la littérature judéo-marocaine, professeure HDR et membre du groupe de recherche communication interculturelle, patrimoine et développement durable. De mon titre, j'ai choisi d'intituler cette intervention vers une éducation inclusive par le numérique. Et comme vous voyez, il y a deux mots-clés. Il y a l'éducation inclusive et il y a bien sûr le numérique. Ça va être les deux moments bien sûr de mon exposé. Alors, voilà, donc je vous explique dans ce préambule un peu les choix qui ont motivé, qui m'ont poussé et m'ont incité à choisir ce sujet. Donc forcément, c'est pas un choix fortuit, mais parce que ça émane un peu de la conviction, si vous voulez, profonde que l'éducation inclusive mérite bien sûr qu'on s'y attarde, et puis parce que la compréhension un peu de l'éducation inclusive, ne serait-ce qu'au Maroc, elle est un peu, si vous voulez, limitée, comme on va voir par rapport aux définitions qui sont données dans les traités internationaux, dans les conventions et les recommandations. On va voir que l'on comprend par l'inclusion un sens particulier par rapport au sens qui est normalement général. Et puis, il y a, si vous voulez, le désir un peu d'exploiter le numérique parce que ça offre un champ très riche, et qu'il faudrait bien sûr investir davantage pour arriver à des conclusions bien sûr prometteuses. Alors, comme dans tous mes travaux, j'essaie un peu de me fixer un cadre méthodologique et pour bien sûr situer mes interlocuteurs dans le domaine où je travaille. Donc, premièrement, comme vous le voyez, nous allons traiter dans le domaine de la gouvernance éducative et nous allons bien sûr de temps en temps aller vers les sciences de l'éducation pour emprunter quelques notions didactiques, pédagogiques, etc. Ensuite, donc deuxième domaine auquel je fais appel, c'est un peu le numérique comme une infrastructure virtuelle pour renforcer justement l'éducation inclusive. Alors, je me suis posé un certain nombre de questions avant de commencer mon travail que je partage avec vous. J'ai cherché un peu les textes juridiques au niveau marocain qui font écho aux textes internationaux concernant l'éducation inclusive. J'ai également essayé de voir quels sont les efforts que le ministère de tutelle a déployés dans ce sens. J'ai également voulu voir est-ce que par le numérique, on peut bien sûr avoir une valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe déjà maintenant sur le terrain. Alors, la question centrale ou les deux questions centrales de ce travail, c'est de tenter de voir quelles sont les mesures en gouvernance pour une éducation inclusive. Donc, je ne peux pas répondre pour les autres pays, mais je vais partager un peu l'expérience marocaine. Alors, deuxième moment de ce travail, c'est de voir un peu le rôle que peut jouer le numérique, bien sûr, pour améliorer l'offre, on va dire, éducative. Alors, mon travail s'articule sur deux parties. Une partie qui est de loi, si vous voulez, qui est définition, et une seconde partie qui est un peu au niveau pratique, qui cherche à voir comment on peut passer à l'informatisation du système éducatif avec une prise en compte surtout de ce qu'on appelle la mass data veillance
comme dirait Roger Clarac, c'est-à-dire se connecter, mais avoir des données personnelles qui sont sécurisées, loin de tout ce qui se fait sur Internet via les cookies ou autres moyens de profilage, d'analyse des fichiers multifactoriels, etc. On ne veut pas entrer dans ces détails. Alors, et bien sûr, nous parlerons des textes qui gèrent ce domaine, de la digitalisation au Maroc, notamment les orientations 2020-2025. C'est un plan d'action étatique et les différents usages du numérique que l'on peut avoir, bien sûr, en éducation. Alors, je sais que les présents parmi nous, c'est que l'éducation inclusive, mais j'ai tenu quand même à avoir une définition de ce concept parce que c'est un peu la notion clé de mon travail, donc il fallait nécessairement la définir. Alors, on va lire. L'éducation inclusive est un processus qui vise à accroître la participation et réduire l'exclusion. Donc, on comprend par eux, on cherche à faire participer tout le monde et à ne pas avoir de personnes exclues du système éducatif. Alors, on ne précise pas, c'est-à-dire tout le monde doit participer à la vie, on va dire scolaire, universitaire, bon, l'éducation en général. Bon, alors, en répondant aux différents besoins de tous les apprenants. Donc, encore une fois, on précise, tous les apprenants sans limite d'âge, de sexe, d'orientation, de culture, de religion, de race, etc. Alors, elle prend en compte les besoins individuels en matière d'enseignement et d'apprentissage. Donc, besoins individuels, c'est-à-dire on va chercher à satisfaire chacun. C'est vrai, c'est pas possible, mais pour moi, tous les élèves, tous les étudiants doivent se sentir représentés par leur système éducatif. Il faut un système éducatif qui réponde quand même à nos besoins. Alors, les enfants, quels qu'ils soient, mais aussi les jeunes gens, c'est-à-dire on s'adresse également aux adultes. Je pense au programme contre l'analphabétisme qui s'adresse à des adultes dans des zones marginalisées, dans les zones rurales, etc. Donc, tous ces gens-là sont concernés par l'inclusion. Les enfants issus de familles démunies, nomades, réfugiés, déplacés, bref, tout le monde. Et à la fin, on dit les handicapés. Donc, comme vous voyez, c'est l'école inclusive ou l'éducation inclusive cherche à faire participer tout le monde. Alors, pourquoi j'insiste sur cette définition? Parce que comme on va voir, au niveau pratique, l'inclusion va être comprise uniquement dans le sens des enfants qui ont des problèmes, des enfants qui ont des besoins spécifiques, on va dire, pour ne pas dire les enfants handicapés, physiques ou mentaux, ou ceux qui ont des troubles d'apprentissage. Voilà, donc l'éducation inclusive au Maroc, elle cible surtout cette partie-là de la population et non pas les réfugiés, les nomades, etc. Comme c'est la définition, elle est justement prise de outils et ressources pour l'éducation inclusive. C'est un kit de formation d'enseignants. Voilà. Alors, on passe pour voir un peu un texte de loi majeur dans l'éducation éducative marocaine qui, comme j'ai dit, qui essaie de faire respecter un peu l'âme des définitions présentes dans les conventions internationales. Donc, vous avez ici, si vous voulez, une lecture un peu de la présentation des principes directeurs de l'éducation inclusive par l'UNESCO, un organisme international, et vous avez le lien
juste à droite, si vous voulez vous documenter davantage. Donc, les principes, j'ai essayé un peu de les faire sous forme de plan pour vous permettre un peu de comprendre hein, l'intérêt de ces principes. Alors, tous les enfants et les jeunes ont le droit d'accès à l'éducation. Donc, l'accès à l'éducation, on ne doit plus militer pour avoir ceci. Tout le monde a droit à l'éducation. Pourquoi? Pour bien sûr pouvoir participer à la vie scolaire, etc. Donc, vous voyez qu'on ne s'adresse pas uniquement aux enfants qui ont des besoins spécifiques, mais on s'adresse à tout le monde. Alors, comment arriver à ce but? Il faut concevoir des acquis d'apprentissage dans un sens plus large, c'est-à-dire qui engloberait bien sûr les autres éléments de la vie à part le handicap physique et mental. Si vous voulez, des cursus de formation. Donc, ici, je cible un peu les curricula qui devraient inclure les valeurs, les attitudes, les connaissances, les compétences. Donc, vous avez tout écrit ici. Alors, également, donner aux adultes les possibilités d'apprentissage. Également, donc, comme on a vu, ce n'est pas seulement les enfants du préscolaire et du primaire qui sont ciblés, mais également les jeunes adultes en difficulté. Je pense notamment à l'école informelle dans ce sens. Alors, quelle est la finalité ultime de l'inclusion, bien sûr, dans le secteur éducatif? C'est justement que, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde participe à et peut-être qu'ici, on va invoquer le concept de société inclusive et pas seulement éducation inclusive. Société inclusive, c'est-à-dire que l'inclusion, elle se fait au niveau de tous les secteurs de l'État. Alors, pour les textes, si on essaie de voir, bien sûr, les textes de loi, on va trouver qu'on est bien armé au niveau des conventions, des traités, au niveau international ou au niveau local. Il y a tous les textes de loi possibles. Hein? Mais c'est au niveau de la pratique et l'exécution de ces lois que le bas blesse. Alors, vous avez des conventions, par exemple, pour une éducation de qualité. Imaginez que il y a un texte de loi qui est, si vous voulez, en vigueur déjà en 1960. C'est-à-dire la question de la qualité dans l'éducation n'est pas une question, si vous voulez, récente, mais elle date de 1960. Est-ce qu'on est arrivé à si vous voulez, à la régler? Je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la qualité. D'accord? Alors, vous avez également des conventions par rapport à l'accès à tous les niveaux d'enseignement. Donc, dans certains pays, j'ai lu quelque part que au niveau du primaire et du secondaire, c'était gratuit, mais au niveau de l'enseignement supérieur, ça devient payant. Donc, cette convention-là, qui stipule un peu le droit d'accès à tous les niveaux d'enseignement et la gratuité, on va la voir tout à l'heure avec la convention relative aux droits de l'enfant qui date de 1989. Donc, accès au cycle et accès également accès gratuit. Donc, nous avons des textes de loi qui datent de 66, de 89, donc une vingtaine, voire une trentaine d'années. Et je vois que sur le terrain, on a pu résoudre le problème de manière relative. Pour rendre quand même à César ce qui appartient à César. Alors, même chose, il y a des textes pour encourager la mixité, convention, si vous voulez, internationale qui date de 1979. Moi, je trouve qu'au niveau de la mixité, on a encore des problèmes dans des écoles
dans des grandes villes, hein, surtout dans les pays en voie de développement, il y a toujours ce problème qui n'est pas encore résolu de l'éducation mixte. Alors, vous avez également d'autres conventions comme pour faciliter l'enseignement aux enfants de travailleurs migrants, c'est-à-dire que les enfants des migrants ont le droit d'accès à l'école, ont le droit d'accéder gratuitement en plus, le droit d'accès dans une école mixte qui va, si vous voulez, où ils vont se sentir représentés, etc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de migrants subsahariens, que ce soit au Maroc ou dans le Maghreb, et qui trouvent encore des petites difficultés pour accéder à l'école. Donc, vous voyez que la convention, elle date de 90, c'est-à-dire que dans ces dernières 20 années, on a essayé de résoudre le problème, mais comme je dis toujours, il y a il y a encore du chemin à faire. Alors, l'accès à l'éducation gratuite, à la formation professionnelle pour tous les enfants, pour leur éviter, bien sûr, de travailler à un âge précoce. Donc, ça, c'est aussi un droit. Mais malheureusement, nous continuons de voir des enfants travailler qui sont encore mineurs, etc., pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, et alors que, bien sûr, la Convention... Donc, pour résumer, il y a les textes de loi, il y a la volonté politique, c'est déjà pas mal, mais au niveau de la pratique sur le terrain, il y a encore du chemin à faire et je pense que l'usage du numérique va nous aider, donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, va nous aider à, si vous voulez, diminuer cet écart entre ce qui est loi et politique et ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, vous avez également d'autres conventions par rapport à la dignité, le respect des autres cultures. C'est relativement récent, donc une quinzaine d'années, en 2005. Et je pense que sur ce point-là, il y a un grand chemin à faire. C'est-à-dire il y a beaucoup d'efforts qui restent quand même à déployer pour résoudre ces différences, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter l'autre dans sa différence. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Voilà. Alors, système d'éducation inclusive à tous les niveaux et apprentissage tout au long de la vie. Donc, ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que l'éducation, elle n'est pas, parce que dans nos têtes, bon, certains d'entre nous, pour relativiser, lient éducation à l'école, au parcours scolaire et universitaire, alors que l'éducation, elle se passe partout et tout au long de la vie. Donc, il y a quand même une différence à faire entre l'école inclusive et l'éducation inclusive. Hein. On ne vise pas que l'éducation via l'école, mais on va voir que l'éducation, on peut l'avoir de plusieurs manières, en plus de l'éducation reçue à l'école. Alors, au niveau des déclarations et recommandations relatives à l'éducation inclusive, même avant que le mot d'inclusion, si vous voulez, voit le jour, bon, vous en avez plusieurs et qui, si vous voulez, ciblent un peu problème, qui cible un peu tous les problèmes, si vous voulez, qui menacent un peu le système éducatif. Je pense notamment à la discrimination dans l'enseignement. Donc, vous avez un traité ratifié par le Maroc qui date de 1960. Vous avez l'obligation des États d'assurer une éducation pour tous et de qualité, le droit des minorités ethniques, le droit à la diversité culturelle qui date de 2001, l'enseignement technique pour les hommes, mais également pour les femmes. Donc, vous avez beaucoup de textes de loi normalement qui
stipule tous les droits que peut avoir un homme ou une femme dans n'importe quelle société du monde. Alors, on passe bien sûr à la première partie pour faire quand même un peu vite et voir quelles sont les mesures en gouvernance éducative entreprises par l'État marocain pour parvenir bien sûr à une école inclusive. Alors, la mesure la plus importante, c'est la formation des partenaires internes. C'est la mesure entreprise par l'État marocain. Alors, au niveau du texte cadre, si vous voulez, qui réglemente l'éducation au Maroc en général et qui fait écho, bien sûr, et qui, dans le respect des traités et conventions internationales, vous avez la vision stratégique 2015-2030, comme annoncé, bien sûr, dans le résumé de mon intervention. Donc, c'est un texte majeur au Maroc. C'est un texte qui montre un peu la stratégie de l'État vis-à-vis de l'éducation au Maroc. Et il y a bien sûr une limite temporelle, 2015-2030, donc 15 ans. Durant 15 ans, qu'est-ce qu'on peut réussir comme challenge? Quels sont les défis que l'on peut relever au niveau de l'éducation inclusive notamment? Alors, on ne peut pas expliquer le texte dans sa globalité, mais j'ai essayé ici, si vous voulez, de vous résumer un peu les leviers les plus importants de cette vision stratégique. Alors, le principe d'égalité des chances, qui est très important, l'égalité des chances, que ça soit au niveau du genre, que ça soit au niveau de la situation économique de chacun, au niveau de... Donc, l'égalité des chances entre tous les, si vous voulez, les clients de l'éducation, la qualité pour tous, la promotion de l'individu et de la société, et la mobilisation, elle doit être, si vous voulez, stable et pérenne. Vous avez également le leadership énergique, c'est-à-dire qu'au niveau des chefs d'établissement, ils doivent également être sensibilisés à la vision du monde, parce que l'éducation inclusive est d'abord une philosophie avant qu'elle ne soit une technique particulière. Alors, même chose, à part les leviers, vous avez un peu les mots-clés de la vision stratégique. Pas mal de domaines sont concernés dans ce texte d'une importance inestimable. Donc, on parle des problèmes linguistiques au Maroc, parce qu'il y a plusieurs, il y a le français, l'anglais, l'arabe, l'amazigh, etc. Donc, tout cela. Vous avez également le type d'apprentissage. Est-ce qu'on doit faire quelles approches adopter au niveau pédagogique? Quel type d'apprentissage est-ce qu'il faut en présentiel, en distanciel? Les formations continues, les formations alternées, l'enseignement traditionnel. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont traités dans ce texte très important qui montre un peu la vision marocaine, à l'instar, bien sûr, de internationaux. Alors, justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu cette partie-là dans la vision stratégique sur l'éducation inclusive et les efforts consentis par l'État marocain dans ce sens. Alors, le Maroc voit que l'éducation inclusive nécessite l'intervention de 3, si vous voulez, partenaires internes. Premièrement, les familles et les ONG. Deuxièmement, les enseignants.
et troisièmement, les chefs d'établissement. Donc, il faut ces trois-là pour avoir, bien sûr, pour permettre à nos enfants, à nos étudiants d'avoir, bien sûr, le droit à une éducation inclusive. Alors, pour ce qui est des familles et des ONG. Alors, le ministère de tutelle, le ministère d'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, prévoit déjà des modules de formation pour les trois partenaires internes. Alors, nous allons commencer par les familles et les ONG. Alors, en quoi consiste cette formation? D'abord, c'est pour faire savoir à ces partenaires qu'il ne s'agit pas de maîtriser un certain nombre de techniques ou de connaître certaines procédures à utiliser, surtout avec les... Parce que la cible de ces formations, c'est surtout les enfants aux besoins spécifiques. C'est ça bon, c'est pour cela que j'ai donné la définition au départ. C'est pour mesurer l'écart entre tout ce qui est loi et tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, sur le terrain, l'État marocain a voulu d'abord cibler cette tranche de la population et de permettre, bien sûr, aux familles et aux ONG, c'est-à-dire organisations non gouvernementales, de comprendre que l'éducation inclusive est d'abord un projet de société, hein, et non pas une manière d'assurer une formation. C'est un projet de société où il s'agit de comprendre certaines valeurs sociales et culturelles. Alors, pourquoi un projet de société? Parce que ça permet d'arriver à une société inclusive. Et que l'inclusion ne concerne pas uniquement l'éducation. Alors, c'est un moyen et pas une fin. C'est un moyen d'atteindre cette finalité qui est la société inclusive. L'éducation inclusive n'est pas une fin en soi. Alors, pour arriver, bien sûr, à cet objectif, il y a bien sûr un certain nombre de critères, si vous voulez, à assurer. Alors, premièrement, il s'agit de faire connaître et de faire comprendre un peu qu'est-ce que le handicap aux familles et aux ONG. Parce que dans des zones rurales, dans des familles où les parents sont ignorants ou analphabètes, on ne comprend même pas qu'est-ce que le handicap. Des fois, c'est lié à la superstition, des fois, c'est lié, si vous voulez, on ne comprend pas la nature est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est une situation où l'enfant va vivre continuellement ou c'est juste passager. Donc, il s'agit d'abord de faire comprendre aux familles et aux ONG qu'est-ce que le handicap, quels sont les types du handicap, qu'est-ce que avoir des besoins spécifiques, c'est quoi les troubles d'apprentissage. Donc, on a besoin de faire comprendre aux familles et aux ONG, comprendre d'abord ce problème-là. Alors ensuite, il s'agit de leur, si vous voulez, de les former dans la formation, dans le module qui est assuré par le ministère, de leur faire comprendre un peu et de leur faire prendre conscience de tous les préjugés et de toutes les idées reçues autour du handicap. Alors, bien sûr, les sensibiliser à bien se comporter avec ce problème-là, au cas où ils se trouvaient dans leur famille. Parce que la mobilisation, elle est collective. La mobilisation, elle n'est pas seulement de la mère, parce que c'est ce qui se passe normalement dans les pays en voie de développement. C'est la maman qui s'occupe toujours de l'enfant qui a des besoins spécifiques. Donc, il faut comprendre que les pères sont également concernés, que la fratrie est également concernée, que la grande famille est également concernée,
les associations, etc. Donc, il faut essayer de faire comprendre à tous les partenaires que tout le monde est concerné. Alors, le but de la formation, c'est d'abord d'élaborer des projets familiaux pour l'inclusion. C'est-à-dire comment on va éduquer cet enfant qui a des besoins spécifiques. Donc, c'est dans le cadre d'un projet familial. La famille, en collaboration, en coopérant avec l'école et en coopérant avec les organisations non gouvernementales. Donc, tous ensemble, ils vont essayer d'élaborer des projets familiaux qui vont permettre à ces enfants-là, bien sûr, de se sentir dans un environnement sain. Alors, développer la parentalité positive. Donc ça, c'est très important. C'est un concept important sur lequel on va revenir tout de suite. La construction des compétences parentales. Donc, le parent, il ne faut pas seulement qu'il ait un sentiment de pitié pour cet enfant qui a des besoins spécifiques, mais il faudrait qu'il ait certaines compétences qui lui permettent de bien se comporter avec cet enfant qui a des problèmes spécifiques. Alors également, la formation, elle vise à donner certains moyens pour faire le suivi et l'évaluation de tous ces projets, comment on peut suivre dans le sens d'une évaluation formative. Bien sûr, on ne va pas noter les parents, loin de là, mais juste donner les moyens de s'auto-évaluer, peut-être les parents doivent s'auto-évaluer, de comparer les résultats qu'ils ont eus avec ceux, si vous voulez, reçus à l'école ou bien par rapport à des organisations non gouvernementales. Alors, si vous voulez vous documenter davantage sur ce module de formation, vous avez le lien qui est juste en bas, signalé. Juste en bas, donc je donne toujours mes sources pour vous permettre de vous documenter davantage. Alors, on passe au concept dont je parlais tout à l'heure, de la parentalité positive. Qu'est-ce que la parentalité positive? Et qui est, c'était un des buts de la formation des partenaires internes et plus précisément des familles et des ONG. Donc, c'est un concept d'éducation familiale qui cherche à remédier à l'instabilité dans l'humeur et dans les déviations de comportement chez les familles. Donc, apparemment, c'est une attitude à avoir avec l'enfant, c'est une manière de se comporter avec lui, mais pas seulement pour lui donner ce besoin psychologique d'affection, etc., mais pour participer effectivement à son éducation et pour l'aider à se sentir intégré dans son environnement immédiat, que ce soit l'environnement familial ou l'environnement sociétal. Et donc, on revient toujours à ce que l'éducation inclusive, c'est d'abord un projet de société, un projet communautaire qui va, bien sûr, être monnayé au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de la santé, etc., dans tous les autres secteurs de la vie. Alors, toujours pour plus de documentation sur la parentalité positive, j'ai donné quelques liens à consulter où il y a vraiment beaucoup d'idées très importantes à retenir. Alors, pour aller un peu plus vite, on disait tout à l'heure que l'éducation inclusive, elle concernait les parents et les ONG, mais également les enseignants. Et tout à l'heure, on va voir les chefs d'établissement. Alors, au niveau des enseignants, alors, eux aussi, plus de la formation universitaire, de la formation professionnelle qu'ils ont eue, ils doivent également, si vous voulez, avoir une autre formation pour
savoir comment se comporter avec les enfants aux besoins spécifiques. Parce que l'inclusion jusqu'en 2020, elle concerne essentiellement au Maroc les personnes handicapées, les personnes aux besoins spécifiques, les personnes qui ont des troubles d'apprentissage. C'est dans ce sens-là. Et donc, la formation des enseignants, c'est un peu pour sortir ces besoins, ces enfants-là, des écoles prévues uniquement pour les handicapés et les enfants aux besoins spéciaux et les intégrer dans une école ordinaire, hein, où vont les enfants, entre guillemets, ordinaires, normaux. Donc, ils sont un peu disséminés dans les classes, dans les écoles, de façon à ce qu'ils se sentent des citoyens normaux, d'abord. Alors, ensuite, vous avez les objectifs de cette formation. Comme pour les parents, il faudrait que les enseignants comprennent que c'est une philosophie de l'éducation et non pas une technique particulière à maîtriser pour se comporter avec des enfants qui ont un handicap ou un besoin spécifique. Alors, quelles sont les cibles? J'ai essayé de donner les deux cibles possibles. Il y a, on cible la formation de manière directe, c'est-à-dire que on va faire la formation aux enseignants des classes ordinaires ou bien des classes dites inclusives, c'est-à-dire prévues pour l'enseignement des enfants aux besoins spécifiques, ou bien on peut faire la formation de manière indirecte et passer par les inspecteurs, les chefs d'établissement, les cadres éducatifs, et que cela va bien sûr se répercuter sur la formation des enseignants. Alors, pourquoi faire cette formation aux enseignants? Justement, pour les doter, bien sûr, de pratiques pédagogiques innovantes dans l'inclusion, pour les aider à planifier leur classe, pour les aider à la gérer, donc au niveau management, pour les aider à, si vous voulez, faire le suivi du projet familial. Tout à l'heure, on en a parlé avec les parents et les ONG. Donc, c'est toujours dans le même sens. On passe bien sûr à maintenant au niveau technique, c'est-à-dire quelle approche utiliser, parce que maintenant on va former des enseignants, donc forcément des adultes. Alors l'approche andragogique par rapport aux adultes, prenez dans la formation des enseignants. Alors, il n'y a pas si vous voulez, un programme préétabli, mais on fait la formation par rapport aux besoins des participants, les besoins formulés par les participants, par rapport à leur expérience, parce que c'est une formation, si vous voulez, collaborative entre enseignants et formateurs, c'est-à-dire les enseignants qui vont assurer cette éducation inclusive formulent un peu leurs vœux. Ils expriment un peu les manques qu'ils ont, soit au niveau des définitions, soit au niveau des pratiques, soit au niveau des textes de loi. Donc, en fonction, selon les besoins de ces enseignants, également par rapport à leur réactivité, et alors, c'est un problème d'interaction entre les enseignants et les formateurs, et par rapport à leur choix. Donc, est-ce qu'ils sont surtout, des fois des cours sont plutôt théoriques, d'autres sont plutôt pratiques, d'autres se font sur le terrain. Donc, il y a vraiment une variété méthodologique utilisée dans la formation de ces enseignants. Alors, les étapes méthodologiques de la formation, comment se fait concrètement, si vous voulez, la formation de ces enseignants?
destinées aux classes inclusives ou aux classes ordinaires qui comportent des enfants aux besoins spécifiques. Alors, vous avez, tout d'abord, on part d'une présentation d'une situation, un problème. Donc, on présente on commence par dire que ce cours va porter sur tel handicap ou sur tel trouble d'apprentissage, etc. On fait un brainstorming collectif, une sorte de réflexion collective, et puis on donne des consignes à des sous-groupes d'enseignants. Puis on distribue des documents de référence. Ça peut être des textes de loi, ça peut être, si vous voulez, un enseignant qui va prendre la parole et partager son expérience. Et puis, on essaie de faire une synthèse collective et présenter, si vous voulez, la synthèse de chaque sous-groupe pour que plus tard, ces résumés vont être rassemblés dans des petits, comment dirais-je, des petits, pas des pliants, mais des petits carnets, etc., qui seraient la base d'une prochaine formation d'autres enseignants. Donc, en fonction de cette manière-là. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de ce type de formation, elle se fait en 3 étapes. Donc déjà, il y a une évaluation qui se fait et qui ponctue les activités, c'est-à-dire après chaque activité, on essaie de faire des auto-évaluations ou bien des questions directes posées aux enseignants. Il y a des évaluations globales, c'est-à-dire qui se font à la fin du cours, et d'autres qui se font plus tard, 2 mois, 3 mois, une année peut-être après, pour voir si l'enseignant a toujours en tête la formation ou pas. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Alors, pour le profil de l'enseignant inclusif, qu'est-ce qu'un enseignant inclusif? Alors, c'est simple, c'est un enseignant qui valorise la diversité des élèves. Diversité ici, elle est prise dans le sens de enfants ordinaires, enfants aux besoins spécifiques, alors que la diversité est un grand concept. Et c'est là où voilà, c'est le débat continue. Est-ce que l'école telle qu'elle est maintenant, est-ce que le système éducatif tel qu'il est maintenant, il respecte un peu les traités et conventions internationales, ou bien il fonctionne par étapes. Nous, on ne doute pas dans la bonne foi, bien sûr, des responsables. Alors, accompagner les apprenants, donc des classes hétérogènes, c'est-à-dire il y a peut-être des âges différents, peut-être des niveaux différents, et l'enseignant, il doit être capable de gérer une classe hétérogène. Un enseignant inclusif, c'est un enseignant qui travaille en groupe, qui peut travailler avec les familles, qui peut travailler avec les professionnels, avec les ONG, donc qui a une certaine souplesse pour pouvoir collaborer avec les autres partenaires internes. Et finalement, un enseignant inclusif, c'est un enseignant qui fait toujours de la formation continue, parce que quand on n'évolue pas, on ne stagne pas non plus, hein, on recule. Alors, pour plus d'informations sur le profil de l'enseignant inclusif, j'ai donné bien sûr une référence, formation des enseignants pour l'inclusion, qui date de 2012. Alors, le troisième partenaire interne, c'est un peu les chefs d'établissement. Alors, l'éducation inclusive passe également par la formation des chefs d'inclusion, des chefs d'établissement. Donc, on est en pleine gouvernance.
Alors, que faut-il faire avec ces responsables? Justement, c'est la même chose, leur expliquer qu'est-ce que le handicap, leur faire comprendre que c'est une philosophie, que c'est une vision du monde, que ça entre dans un projet communautaire qui est une communauté inclusive et que, bien sûr, il faut quand même une gestion administrative particulière pour réussir et relever ce défi. Alors, c'est une formation qui ressemble bien sûr à celle des enseignants, mais également qui dote un peu les responsables d'une responsabilité de gérer, si vous voulez, tous ces problèmes liés les, aux besoins spécifiques et au handicap. Alors, si on va dans n'importe quel établissement public marocain, on va trouver les marches nécessaires, on va trouver si vous voulez, des rampes particulières, on va trouver des salles qui sont équipées pour les malentendants, etc. Donc, il y a certaines, si vous voulez, certaines réussites, petites réussites, mais quand même, ce sont des réussites. Alors, la formation des chefs d'établissement, c'est également pour chaque établissement doit avoir un projet d'établissement inclusif dorénavant. Hein? C'est-à-dire, en plus de tout ce qui est pédagogique, de tout ce qui relève des partenariats, etc., il faut qu'il y ait le respect, bien sûr, de l'esprit de l'inclusion. Alors, il y a une note ministérielle qui date de 2014, une note ministérielle marocaine qui date de 2014, qui porte le numéro 159. Alors, le projet d'établissement constitue un cadre méthodologique et un mécanisme pratique nécessaire à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation des programmes et projets éducatifs au sein de chaque établissement d'enseignement, ainsi qu'à l'organisation et l'opérationnalisation de diverses mesures administratives, pédagogiques visant à améliorer la qualité des apprentissages des élèves. Donc, on comprend que un projet d'établissement, parce que plusieurs chefs d'établissement croient cela, qu'il faut donner des statistiques, des chiffres, le nombre des gens qui ont réussi, les gens qui ont retapé, le nombre de salles, etc. Donc, c'est pas cela, c'est pas ce qui est intéressant, mais il faut montrer comment on va gérer et administrativement l'établissement, quels sont les éléments, si vous voulez, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau des partenariats. Donc, tout doit être inclus dans le projet d'établissement du chef d'établissement potentiel. Et l'essentiel dans ce projet d'établissement et dans la formation qu'on donne aux chefs d'établissement, c'est que on leur fait comprendre que il y a des mesures, il y a un suivi qui va être par la suite et qui va évaluer un peu la réussite ou pas du projet d'établissement. Donc ça, c'est essentiel dans la gestion des établissements inclusifs. C'est un peu le suivi qui n'était pas de mise auparavant. Bon, alors je passe rapidement à la deuxième partie, qui est le recours au numérique pour une éducation plus inclusive. Alors, pourquoi je dis plus inclusive? Parce qu'elle est déjà inclusive, mais on aimerait que l'inclusion englobe les autres éléments qui sont tués, comme la diversité culturelle, la liberté du culte, la liberté d'expression, la discrimination du genre, etc. Donc, on aimerait bien que l'école ne soit pas uniquement inclusive dans le sens d'intégrer les enfants aux besoins spécifiques et
et les autres types du handicap, mais également qu'elle concerne les autres éléments qui ne sont pas encore pris en considération. Alors, parler de l'inclusion au niveau numérique, c'est-à-dire c'est pas une nouveauté, c'est pas nous qui allons inventer cela, mais comme vous le voyez, j'ai fait un petit aperçu historique et comme vous voyez que le concept d'inclusion numérique existe déjà, bel et bien. Vous avez dans les rapports des experts e-Europe qui datent de 2005, déjà on parlait un peu de la e-inclusion, c'est-à-dire l'inclusion dans le numérique. Vous avez là de l'ARCEP, qui est une agence du numérique également, qui explique que depuis que Internet est présent dans nos vies, il y a plus d'égalité des chances, il y a plus d'accès aux droits, d'accès à l'information surtout, et ça c'est vrai, personne ne peut le nier. Vous avez également le site défenseursdesdroits.fr qui explique un peu presque tous les usages possibles rendus possibles par l'inclusion numérique. Donc l'employabilité, on cherche, on a d'abord l'information sur les offres d'emploi, on peut postuler en ligne, on peut négocier en ligne. Nous avons cette autonomie, c'est-à-dire que nous pouvons le faire à n'importe quel moment de la journée et de n'importe quelle place sur la planète. Bon, c'est-à-dire que l'inclusion numérique, elle est déjà présente et il s'agit maintenant non pas de l'instaurer, mais de la renforcer davantage. Alors, vous avez dernièrement, en 2018, on a annoncé un plan national pour un numérique inclusif, c'est-à-dire qu'on y réfléchit sérieusement, surtout en France, qui est pionnière dans ce domaine. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que la e-inclusion? Bon, j'ai concocté quelques définitions, je vais lire une au hasard. La e-inclusion désigne la manière dont les technologies de l'information et la communication contribuent à développer la participation de tous à la société. Donc, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'inclusion en général, sur l'éducation inclusive en général. Finalement, il s'agit de faire participer tout le monde, bien sûr, pour qu'il y ait une société inclusive à la fin et que pour que tout le monde se sente représenté dans sa société, qu'il ait une certaine satisfaction, que ça soit au niveau de sa liberté d'expression, sa liberté de déplacement, ou bien ses différents choix dans tous les domaines de la vie. Alors, il y a un texte très important au Maroc qui s'intitule Les orientations 2020-2025. Vous voyez qu'on planifie tout, qu'on a des stratégies au Maroc. Ici, c'est un texte relatif à la digitalisation, si vous voulez, qui est fait par l'Agence de développement du digital, ADD, et qui, c'est très récent, en 2019, et qui montre un peu les 3 défis en perspective du royaume. Alors, premièrement, vous avez l'amélioration de la qualité des services publics. On parle ici de la digitalisation en général, pas seulement en matière d'éducation. Mais vous allez voir que l'éducation, puisqu'elle fait partie du projet de société, qu'elle est concernée de manière directe ou indirecte. Comme je dis, l'amélioration de la qualité des services publics, l'école est un service public. L'amélioration de la productivité et de la compétitivité de l'économie nationale, bien sûr, les chefs d'établissement, ils ont un budget à gérer et donc ça participe bien sûr de cette amélioration de la productivité. Vous avez la réduction des inégalités sociales, et ben c'est tout à fait la même chose. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, les inégalités relatives
entre enfants ordinaires, enfants ayant des besoins spécifiques, les inégalités au niveau, si vous voulez, du genre entre hommes et femmes, les inégalités sociales, etc. Donc, on cherche bien sûr à réduire les inégalités par ce texte fondamental qui est les orientations 2020-2025. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend très très bien. Très bien, très bien. Oui, rassurez-moi de temps en temps parce que… Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas toute seule. c'est parfait, Inde. Donc, ce texte-là, il appelle à la digitalisation de tous les, du secteur éducatif, à l'instar des autres secteurs étatiques. Hein. Quand je dis digitalisation, c'est-à-dire passer des processus traditionnels au processus numérique. Hein. Utiliser la technologie dans tous les secteurs de la vie. Alors, les secteurs digitalisés, depuis que Internet est là, vous les avez à gauche. Vous avez tout ce qui est banque, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est communication, les moyens de communication, tout ce qui est landing page ou page d'atterrissage, etc. Alors, même chose au niveau de la digitalisation de l'éducation, c'est-à-dire pourquoi on va digitaliser l'éducation si ce n'est déjà fait, justement pour enlever les barrières temporelles et spatiales, c'est-à-dire c'est pas obligatoire de se rendre physiquement à l'école pour avoir sa formation, que ce soit pour l'élève, l'enseignant, le chef d'établissement, etc. Donc on peut faire cela à distance et le confinement nous l'a prouvé. Également pour rester en contact avec tous les partenaires, hein, continuer à travailler même en déplacement, optimiser les activités, être sûr d'être vu, hein, parce que justement le numérique nous permet cette promotion qu'on n'avait pas avec les moyens traditionnels et finalement pour participer au développement bien sûr de la société. Alors, il y a toujours des détracteurs, il y a toujours si vous voulez, des gens qui ont cette technophobie, on va dire. C'est des gens qui trouvent du mal à tout, à toutes les nouveautés, qui n'aiment pas bien sûr le changement. Alors ces gens-là, ils ont quand même des reproches, ils font des reproches au numérique qui ne sont pas vraiment fausses. Premièrement, il parle du phénomène de la irréunionite comme une maladie, la sinusite, etc., la zoomite, celle qu'on fait maintenant, la teamsite, etc. C'est-à-dire qu'il trouve que qu'il y a des personnes qui ont ce type de problème, de complexe, de maladie, qui n'arrêtent pas de parler de faire des webinaires à droite et à gauche, des formations à droite et à gauche, pour, je ne sais pas, pour parader, pour être vu par tout le monde, etc. Donc, c'est des gens, comme j'ai dit, c'est les gens qui ont cette technophobie et à qui il ne faut pas donner beaucoup de crédit. Alors, entre autres reproches, on parle de chronophagie, c'est-à-dire que le numérique nous prend beaucoup de temps, nous bouffe, on va dire, de manière familière, beaucoup de temps et qu'on pouvait, durant ce temps, faire du sport, lire, etc. Que l'usage abusif de numérique est contre-productif. C'est-à-dire, au lieu de produire, on est là en train de se voir voilà, avec la caméra vidéo, de se parler, etc. On ne produit rien. Pour eux, on ne produit rien. Alors, bien sûr que c'est leur point de vue, mais il faut voir également la partie pleine du verre, les bons côtés. Alors, comment répondre à ces gens-là? Nous, on a bien sûr notre vision du monde. C'est que les gens qui souffrent de réunionite, j'arrive même pas à la prononcer, c'est des gens que il faut qu'ils optent aux interactions, ce que j'appelle interactions minimalistes, c'est-à-dire
qu'on peut être bref dans nos échanges, on peut fonctionner avec les mails, on peut fonctionner avec les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, Twitter, etc. et faire des sprint planning en début de semaine, hein, dire un peu l'ordre, pas du jour, mais de la semaine, qu'est-ce qu'on va faire, et puis envisager une rétrospective à la fin de la semaine, et puis entre-temps, c'est-à-dire les autres jours de la semaine, faire des stand-up meetings quotidiens de 5 minutes, histoire de vérifier un peu l'état d'avancement de tel ou tel projet. Donc ça, c'est en matière de gouvernance, c'est-à-dire, bien sûr, je parle des chefs d'établissement, des responsables, etc. Ils peuvent avoir plus de temps, hein, en privilégiant bien sûr ces interactions minimalistes au lieu de faire de longues réunions. Alors, j'y suis presque, hein, j'arrive presque à la fin. L'État et les médias peuvent aider le secteur éducatif à à être, si vous voulez, à faire la promotion du secteur éducatif, notamment de la notion de parentalité positive dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment l'État et les médias peuvent nous aider? Eh bien, de convertir tous les procédés traditionnels auxquels on avait recours auparavant, de les transformer dans leur version numérique. Donc, nous aider à faire des e-campagnes de sensibilisation, e-réunions, e-programmes, e-formations, etc. C'est-à-dire, comme j'ai dit, transformer les processus traditionnels en processus numériques pour aider à plus de visibilité, surtout de tout ce qui se fait au niveau du système éducatif. Alors, enfin, une petite proposition, bien sûr, pour une éducation numérique purement inclusive. Donc, comme vous voyez, on peut faire appel à 4 secteurs importants dans la gestion de l'État. Vous avez la gouvernance dans son absolu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sensibiliser les responsables, hein, si vous voulez, à trouver les textes de loi essentiels pour changer un peu ce qui se passe au niveau de l'éducation inclusive telle qu'elle est appliquée dans nos établissements. Au niveau de la culture, nous pouvons, comme c'est signalé, développer la culture numérique, c'est-à-dire que les médias, les organismes privés, etc., peuvent distribuer des gadgets pour les enfants défavorisés dans les zones rurales, etc., pour aider tout le monde à être numérisé, à condition de faire, si vous voulez, une formation qui va accompagner cela, et toujours dans le cadre de la data-veillance, c'est-à-dire la sécurité. Donc, on parlait tout à l'heure des données personnelles. Alors, au niveau de la société, comme j'ai dit, l'éducation inclusive, elle fait partie d'un projet sociétal, lui-même inclusif. Donc, nous, au niveau de la société, tout le monde peut participer à cette éducation. Il n'y a pas que les parents ou les enseignants. N'importe qui juge que son expérience elle est bonne à être comme un exemple à suivre, il peut poster cela sur les réseaux sociaux et participer à l'éducation des enfants. Alors, dernier point, c'est au niveau de la sécurité qui reste très importante, c'est-à-dire le numérique, oui, mais à condition qu'on soit en sécurité, qu'il y ait quand même, que l'État nous aide à garder quand même nos données personnelles, que notre vie privée reste loin, bien sûr, de toute malveillance. Alors, la conclusion de mon travail,
Donc, il y a une première conclusion et une seconde conclusion par rapport à l'éducation inclusive en général. C'est juste un petit rappel que c'est plutôt une philosophie qui va transcender tout ce qui est didactique et pédagogique et qui va nous inciter, bien sûr, à trouver les moyens adéquats pour changer un peu les préjugés, les jugements de valeur, combattre la discrimination, sensibiliser les élus, bien sûr, à adopter de nouveaux textes de loi qui vont s'adapter à la situation actuelle et surtout que l'inclusion, quand elle est numérique, elle est économique, qui nous permet d'économiser les ressources humaines, les ressources matérielles et même ça a des gains au niveau de l'environnement. Alors pour le numérique, il est essentiel pour l'éducation. Pourquoi? C'est un facilitateur du travail parce qu'il enlève presque toutes les barrières de temps et d'espace, mais également il assure un peu d'égalité, c'est-à-dire quel que soit notre état de santé, quelle que soit notre situation économique, on accède à la même information avec bien sûr cette égalité de chance et de sexe. L'utilisation du numérique, en fin de compte, ce qui est très important par rapport à l'usage des moyens traditionnels, c'est que c'est une inclusion qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour continues, qu'il y a, si vous voulez, tous les changements qui s'opèrent au niveau du numérique, on peut les rentabiliser et les investir dans notre système éducatif et pouvoir réaliser, bien sûr, nous aussi, on peut faire beaucoup de choses de manière collective. Donc, la mobilisation, elle doit être collective pour le bien de tous et pour une école inclusive qui, si vous voulez, qui mériterait cette appellation, surtout qu'on est au début de ce 3e millénaire et qu'on a besoin un peu de nous défaire des techniques traditionnelles et épouser un peu la modernité. Et je vous remercie.